peut y avoir des sponsors. Moi, je me souviens justement, dans un cas comme ça, il y a un milliardaire qui finançait une écurie qui a dit: si mon pilote est pénalisé, je retire mes voitures du championnat. Bon. On lui a dit: on préfère ne pas avoir entendu ce que vous avez exprimé là, parce que ça peut être considéré comme une pression sur nous, ce qui est une infraction. Donc, bonjour à tous ceux qui sont avec nous et qui nous suivent régulièrement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité assez différent de ceux qu'on a l'habitude de recevoir, en la personne de Jean-François Verroux, qui a un rôle tout particulier dans les courses d'endurance et notamment les 24 heures du Mans, à savoir que c'est le monsieur qui gère la partie réglementaire de toutes ces courses d'endurance à travers le monde. Donc, merci Jean-François d'être avec nous, du coup. Et avant toute chose, si tu es d'accord, je te propose de te présenter brièvement et puis ensuite on déroulera ton parcours et puis on te posera un petit peu toutes les questions qu'on a envie de te poser. D'accord. Donc, les présentations ayant été faites, je ne vais pas rappeler mon nom, ni mon âge, ni mon lieu de naissance, mais disons simplement que professionnellement, je suis avocat et que j'ai toujours voué une passion très intense pour les sports à intermédiation mécanique, que ce soit le cyclisme, le ski et bien entendu l'automobile. Et cette passion de l'automobile que j'ai exercée, que je continue d'exercer, le sport automobile bien entendu, s'est heureusement croisé avec ma profession d'avocat sans que j'ai pu un instant l'imaginer. Comment ça s'est passé ça? Ben, par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai été, moi, pilote amateur, je suis un petit peu encore, avocat d'affaires. J'ai une expérience en tant que membre d'une fédération sportive pendant 10 ans au comité directeur. J'ai été responsable d'écurie, pilote, bref, tout, mais c'était quelque chose qui était parallèle et incontournable de mon métier d'avocat. Sauf qu'un jour, quelqu'un a eu la bonne idée, et en l'occurrence, je dois le dire, c'est Patrick Péter, dont j'étais un concurrent dans ces épreuves, qui m'a dit: mais dis donc, avec tout ça, est-ce que tu ne veux pas être commissaire sportif? Donc, commissaire sportif, ça veut dire arbitre dans notre sport, le sport automobile. Je reviendrai là-dessus, on aura le temps, je pense. Donc, j'ai dit oui, bien sûr, j'ai le diplôme, j'ai la qualité de commissaire sportif international. Donc, oui, effectivement, c'est un métier très juridique en réalité, mais Alors, appliqué. rappelle-nous, parce que je pense que c'est un point intéressant pour tous les gens que éventuellement à qui ça pourrait parler. Est-ce que déjà il faut avoir une formation juridique particulière pour faire ça? Et ensuite, quand tu dis voilà, j'avais le diplôme, machin, etc., raconte-nous un peu quelle est la procédure, les cases à valider pour pouvoir commencer à faire ce genre de métier de commissaire. Commissaire, alors, commissaire sportif, encore une fois, c'est arbitre. Hein. Donc, la Fédération française du sport automobile, il y a un parcours très particulier à faire. On commence par suivre une formation, on est commissaire de piste, puis chef de poste, etc. Bon, puis on passe des examens, ça dure assez longtemps, et à la fin, on arrive à être commissaire sportif stagiaire, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, et puis commissaire sportif national, puis commissaire sportif international, et ensuite dans la Donc c'est comme un gradation. arbitre de foot en fait, tu as vraiment des grades et tu montes en fonction de la ligue. Et il y a les mêmes grades en matière des officiels, en matière d'officiels de la FIA, qu'il y a par exemple pour les pilotes, c'est-à-dire vous avez des pilotes bronze, vous avez des pilotes silver, des pilotes gold et des pilotes platinum. Et donc, les commissaires sportifs de la FIA sont pareils, ils sont dans cette même hiérarchie de métal, si je puis Ah, dire. tu peux juste, avant qu'on continue sur les diplômes, etc., nous rappeler rapidement pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec ça comme moi, quels sont les différents, comment dire, je ne vais pas dire les grades parce que ce n'est pas vraiment des grades, mais les échelons
dans toute la réglementation d'une course comme les 24 heures du Mans, en partant du plus bas, en arrivant au plus haut? Bah, de toute façon, il faut reconnaître que commissaire sportif, je vous dis tout de suite que j'en fais pas une question personnelle de ce que je vais dire, mais j'y peux rien, c'est la réglementation. Si vous regardez la hiérarchie des officiels qui sont publiés dans les programmes officiels, notamment des 24 heures du Mans, les commissaires sportifs arrivent en tête de hiérarchie. D'accord. Alors, pourquoi? C'est parce que, en définitive, contrairement à ce que tout le monde pense, y compris les journalistes spécialisés, ce sont les seuls qui sont habilités à délivrer des sanctions, des pénalités. Et alors, Le directeur, que pense l'opinion du pas le coup? directeur de course. D'accord. Quelle est exactement explique la différence exacte. Du coup, on a compris que statutairement, le commissaire de course est au-dessus du directeur de course. Quelle est Commissaire sportif. le Commissaire commissaire sportif. sportif, par exemple, excusez-moi. Le commissaire sportif, quelle est la différence de vos rôles au sein d'une course? C'est entre un directeur de course et nous, Ouais, c'est la différence qu'il y a dans la société civile entre un gendarme ou un policier et un juge. ok, d'accord. Le gendarme, le policier, ils sont là pour assurer la sécurité sur le terrain. Ouais, Ils sont là pour relever les infractions ouais, avec comme un enquêteur un maximum de pièces à conviction. ouais, Ils ne sont pas habilités à délivrer des sanctions. d'accord, C'est le juge qui prend les sanctions, les pénalités, qui condamne. Eh bien, le d'accord, directeur de course, c'est pareil. Il est là pour assurer la sécurité et la conduite de l'épreuve automobile sur le circuit, sur le rallye, où on veut. Il est là pour faire respecter le règlement en ce qu'il doit signaler et relever toutes les infractions au règlement. Il les relève, il étudie le dossier, il nourrit le dossier de pièces à conviction, de preuves, et il envoie tout ça au juge, c'est-à-dire au commissaire sportif. Je dis au commissaire sportif au pluriel, parce que nous sommes en sport automobile, comme dans la vie civile, si je puis dire, nous sommes un collège de 3 personnes. Il y a 3 d'accord. juges, comme normalement dans le système judiciaire, quand il avait encore les moyens de se payer 3 juges à chaque juridiction. Ouais, Aujourd'hui, en fait, avec les restrictions budgétaires, il n'y en a plus qu'un seul. Enfin, nous, on a encore ce luxe-là. ouais, Donc, je préside le collège. J'ai 2 assesseurs ouais, qui sont des commissaires sportifs internationaux. Il se trouve qu'en endurance, c'est moi, mais ils sont eux-mêmes présidents de collège ailleurs, en Formule I, en Formule 1, etc. Mais chez nous, ce sont des amis d'ailleurs, et ce sont mes assesseurs. et du coup, on est bien d'accord, c'est toi et ton collège qui faites le tour du monde au gré des courses pour être sur place, les suivre et rendre des jugements si nécessaire. Exactement. Ok, Exactement. Enfin, moi, je suis le président permanent du collège, du championnat du monde d'endurance, qui inclut les 24 heures du Mans. Et ensuite, on tourne toujours avec la même équipe. Il y a 3 autres de mes amis qui me rejoignent suivant le calendrier, ouais, les deux à chaque fois, de sorte qu'on forme un collège comme ça. Il y a Michael Schwegel, qui est très connu, qui fait ça depuis encore bien plus longtemps que moi, qui a été président de collège et qui est président de collège en Formule I, par exemple, d'accord. mais pas que, beaucoup en GT, qui est un ancien pilote, un copilote amateur de rallye, bon, un Allemand. Il y a Yves Baclen, qui est président de la fédération belge en ce qui concerne le sport, et qui, lui, a été président de collège du WTC ou des choses comme ça. Et Tim Mayer, qui est un Américain, qui officie beaucoup en rallycross aux États-Unis et qui est un des 4 ou 5 présidents de collège de la Formule 1 D'accord. voilà. Donc, voilà, on constitue une espèce de triumvirat à chaque fois
les Ok, uns avec les autres, on suit le truc permanent. ok, c'est très clair. Du coup, si on en revient à la formation ou les étapes à valider pour gravir les échelons et devenir commissaire, comment est-ce que ça se passe de façon vraiment concrète? Ah, voilà, il faut commencer par, bien sûr, en faire la demande auprès, je crois, c'est des ligues, enfin des comités régionaux. Il y a des organismes de formation à la Fédération française pour ça, et on commence, comme je le disais tout à l'heure, par être sur les circuits, à passer les drapeaux, hein, Ouais. sortir les voitures, tout le bazar. Et puis, ça monte comme ça en grade. Mais ça prend du temps, hein, ça peut prendre 2 3 Combien, ans. Hein. combien de temps ça t'a pris, toi, depuis le départ jusqu'à être pas forcément président, mais au moins en tout cas dans le groupe, enfin dans le collège? Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas démarrer au plus bas, parce que déjà, quand l'opportunité s'est présentée et la question s'est posée, c'était à une époque où il n'y avait pas toute cette formation initiale que je viens de… Enfin, il y avait cette formation initiale, mais il y avait une possibilité d'y déroger et de prendre un chemin plus rapide quand on faisait état justement de ses états de service et de son expérience dans le sport automobile. Et moi, quand c'est arrivé, j'ai pu faire un dossier avec toutes les courses auxquelles j'avais participé, les fonctions que j'avais occupées dans le sport automobile en tant que concurrent, euh, quand j'étais propriétaire d'une écurie, en tant Mais que pilote. ce dossier, il te demande autant de connaissances du sport et du monde du sport automobile que de compétences techniques, où on te demande juste de connaître le milieu du sport automobile en partant du principe que les compétences techniques, tu peux les acquérir au fur et à mesure. Non, parce que il faut avoir une très bonne connaissance de, de la compétition automobile et de la réglementation du sport automobile. Alors, on l'acquiert par une pratique. Ça, à ce moment-là, c'est là où moi j'ai pu bénéficier d'une dérogation. Ou sinon, on l'acquiert comme ça en faisant un stage de commissaire de piste stagiaire, chef de poste, et puis ensuite on monte l'échelon pour arriver finalement à être commissaire sportif. Ça peut prendre plusieurs années quand même. Hein. Mais Ok. c'est très particulier. Par exemple, savoir qu'une ligne de départ n'est pas la ligne d'arrivée et pourquoi, c'est intéressant. Bon, Alors, pourquoi la ligne de départ n'est pas la ligne d'arrivée? parce que sur certains circuits, la ligne de départ, c'est une portion droite. Simplement, quand on doit loger 40 voitures, on s'aperçoit qu'il y a des voitures qui sont dans le virage. Ouais. Et donc, pour caser une grille de départ assez fournie, il faut que ce soit sur un segment de ligne droite. Donc, on recule la ligne de départ par rapport à la ligne d'arrivée. Ou parfois, c'est l'inverse. D'accord. Il D'accord. faut savoir ce qu'on fait quand il y a un drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les obligations quand il y a un drapeau rouge? Alors, Et qu'est-ce qui se passe? justement, je trouve ça marrant. Donc, là, on a compris un peu comment ça fonctionnait globalement. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail, quels seraient des petits points de règlement et à la limite, on peut le faire maintenant, on peut le faire après, mais corroler ça avec ce que tu as pu vivre euh, réellement en course. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers, un peu où tu as eu une pression de dingue? Est-ce que tu as des événements en particulier en tête où tu as eu des décisions à prendre qui étaient compliquées, où il y avait des points de règlement qui n'étaient pas clairs? Est-ce que tu peux en parler? Comment ça se passait? Alors là, faut que je parte du général pour aller au particulier. Euh, c'est extrêmement la réglementation sportive et particulièrement la réglementation de l'endurance, mais celle de la Formule 1 aussi, tout, c'est très complexe. Euh, le règlement sportif de l'endurance, des 24 heures du Mans, du championnat du monde d'endurance, c'est à peu près, je crois, quelque chose comme 80 pages, sans parler du règlement technique. Ouais. Euh, Ça, c'est le règlement particulier à la discipline. Et à côté de ça, on a la loi fondamentale du sport automobile, qui est le Code sportif international, qui lui-même est assez dense, et toutes ses annexes, qui elles-mêmes sont assez Ouais. denses. Et ses Et, sous-annexes. et est-ce que les documents sont les mêmes ou à 99% les mêmes, quelle que soit la course?
ou tu as vraiment des règlements complètement différents si on parle d'endurance, de F1, de rallye, j'en sais rien? Le règlement sportif de la Formule 1 n'a rien à voir avec le règlement sportif de l'endurance. Ok. C'est clair. Chaque discipline a son règlement sportif. J'étais sur le Dakar là, au début de l'année. Ouais. Le règlement sportif du Dakar que j'ai vu, c'est quelque chose de complètement, évidemment, différent que celui d'une course de vitesse longue distance comme l'endurance. Mais au-delà de la typologie de la course et de la typologie des voitures, parce que voilà, tu n'as pas le même nombre de pilotes, voilà. Est-ce qu'il y a des états d'esprit dans les façons dont ces règlements ont été faits qui diffèrent en fonction de l'épreuve? Enfin, de façon très béotienne, l'état d'esprit d'un Dakar n'a rien à voir avec les 24 heures du Mans. Est-ce que ta réglementation est écrite en ce sens? Ou est-ce que l'état d'esprit global, c'est que le meilleur gagne, entre guillemets? Non. Bah non. Ça, c'est l'objectif. C'est de faire en sorte que le meilleur gagne. Ça, c'est l'objectif. L'état d'esprit de la règle, je vais dire, franchement, c'est entre la direction de course et le collège des commissaires sportifs que cet état d'esprit se détermine. D'accord. Et là, toutes les écoles sont envisageables. C'est-à-dire, donne des exemples. Bien, on peut avoir une vision, comment dire, très disciplinaire et très répressive, Ouais. puisqu'il s'agit à chaque fois quand même toujours d'interpréter un texte et d'apprécier une situation d'une certaine façon. Comme en droit, comme ce que tu fais tous les jours, en fait. Exactement. En la rapportant à un texte qu'on va appeler un fondement juridique, c'est pareil. Ouais. Et que ce soit la situation ou que ce soit le texte, le fondement juridique auquel on la rapporte, dans les deux cas, il y a une appréciation. Ouais. Et donc, cette appréciation peut différer suivant les hommes, leur culture et leur vision de concevoir les sports en question. Mais du coup, tu tournes autour du pot, on veut des exemples. Ou si tu as le droit d'en donner, évidemment. Hein, Non, bien sûr, j'ai le droit d'en donner. Mais par exemple, ça dépend de la sensibilité des personnes, du directeur de course qui envoie, qui fait quand même une certaine pression. Ouais. Normal, hein, c'est comme un enquêteur qui fait pression sur le juge. Hein. L'enquêteur, quand il prend un malfaiteur, il a envie que le juge le condamne sévèrement en général. Bon, c'est un peu ça. On y reviendra après, mais je le mentionne juste pour qu'on n'oublie pas. Mais je suis hyper curieux qu'on aborde après les dessous. Tu vois, qui fait pression sur qui, comment? Il fait pression. Les pilotes, enfin, tout ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Il fait pression. Il fait pression parce que c'est son rôle. C'est son rôle de faire pression. Mais donc, toi, il se passe un événement en course, tu as vraiment le directeur de course qui arrive et qui essaie de te faire un lavage de cerveau total pour que on tape sur tel ou tel pilote. Ça ne se fait pas comme ça. Non, bien sûr, j'entends bien. Mais... Oui. Et puis quand même, le directeur de course, même si on est parfois en opposition de point de vue, ou en tout cas pas toujours en ligne, entre la direction de course et le collège, on travaille quand même ensemble et on est copains, voire amis. Mais on peut avoir des conceptions différentes du sport automobile. Par exemple, il y a des directeurs de course qui n'acceptent aucun contact entre les voitures. Alors ça, c'est hyper intéressant. Et qui, parce que ça, c'est presque une... Après, on rentre dans une discussion philosophique, mais parfois, bon, on sait que la tendance du sport automobile moderne, enfin, si on prend son histoire depuis les 20 ou 30, les belles années des années 80, 70-80, jusqu'à maintenant, c'est quand même un sport qui s'est considérablement sécurisé. Ouais. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. The FIA has always been very committed to road safety for both professional drivers and all road users. The FIA does not only have a reactive role, it is also proactive, so that tomorrow we can be even safer on and near the roads. The FIA can count on its 246 member clubs from 145 countries to spread the message and organize actions on field.
Thanks to the United Nations and the newly launched United Nations Road Safety Trust Fund, the FIA will continue its fight against road fatalities. And it's just the beginning. Les voitures sont sécurisées. Les pistes de circuit sont, je parle circuit, sont sécurisées. Les abords du circuit, là où les voitures sortent, sont extrêmement sécurisés. Ouais. Et la réglementation est très empreinte d'un souci de sécurité. Ouais. Donc tout ça, on ne peut qu'être d'accord. Mais à force de penser sécurité, on peut devenir sécuritaire. Et ça, c'est autre chose. Après, on peut avoir une conception différente en se disant que dans un sport à risque, il faut avoir le souci de la sécurité, mais si on a une philosophie sécuritaire, on élimine le risque et c'est plus un sport vertueux. The 24 Hours of Le Mans starts behind the scene. Lights all around the track, no overtaking before you cross the line. Ouais. Alors ça, sur ces positions, on peut avoir un directeur de course qui pense à la sécurité et parfois est un peu sécuritaire, et en face un collège qui veut conserver à ce sport un aspect, je dirais, humain de dépassement des contradictions des intervenants qui vont gérer les contraintes entre le risque et la performance, parfois d'ailleurs en acceptant de prendre un peu de risque. Et pour autant, ce ne sera pas une faute qu'on viendrait sanctionner. On trouverait ça normal. Ouais. Ok. Alors ça a complètement changé. On écrivait un article sur le DTM et notamment sur Alpha en DTM et Nani parce que alors je ne sais plus exactement quelle a été l'année, mais c'était milieu des années 90, parce qu'il y avait une touchette et que c'était la course qui devait remporter pour gagner le championnat, avait perdu les tours, il a pété une durite, il est remonté et en fait il a foncé dans les fesses du mec qui lui avait fait la touchette sans faire exprès pour le foutre dans le mur. 4, Nannini, achteraan gestart en hij zit hier aan de start van Klaus Ludwig. Ja, dat... Oh, krijgt een tik daar! Ongelooflijk! Nou, hier gebeurt nog wat hoor straks. Alessandro Nannini krijgt daar een tik. Gaat het dan gebeuren dat Ludwig hier toch kampioen gaat worden? Ja hoor, bam! Hij liet hem er vol inlopen! Hij liet hem er vol inlopen. Sandro Nannini, de ruzie is compleet. Dom van de regie dat ze daar niet bij bleven. Hij liet hem bij een van de chicanes vol in de achterkant voor Ronald Asch lopen. En dit is het gevolg. Hij nekt daar bij zichzelf. En meteen een enorme brand aan boord bij Alessandro Nannini. Paniek all over the place. Ja, dan kan je Italiaan zijn en dan kan je hartstochtelijk reageren op alles. Maar dit is natuurlijk ook puur belachelijk. Protest aangetekend kan worden. Hier het moment van Nannini. Bam, zegt hij. Wij spelen botswagen. Ronald Asch gaat eraf. Maar hij nekte daarmee zichzelf. Want als hij doorgereden was, wie weet wat er dan nog gebeurd was. Hier nogmaals dat moment. Natuurlijk is hij kwaad. Asch weet ook dat hij komen gaat. Zit te wijzen. Kedang. Hij ramt hem er vol in. Et la réalité, c'est que je crois qu'il avait à peine été suspendu, mais qu'il a continué à courir et que l'année d'après, il a été réembauché pour retourner et que c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Oui, alors ça c'est pas ce que j'appelle la philosophie du risque. Ça, c'est la philosophie du mauvais comportement en sport. Ce dont tu dois être juge aussi à un moment ou à un autre. Enfin, en tout cas, être capable de distinguer le bon esprit du mauvais. Pour moi, une manœuvre intentionnelle
qui ressemble à une agression, ce qui Ouais. a peut-être été le cas dont tu parles, Ah oui, c'était pour le cas, moi, ouais. je pénalise fortement. En revanche, une course très serrée entre pilotes qui se traduit par des contacts, des freinages, des changements de trajectoire dans le respect de la réglementation, on peut changer qu'une fois. Pour bloquer l'autre, pour moi, c'est le sport. Même s'il y a un contact au freinage et même si à la fin, ça se termine mal. À partir du moment où ce n'est pas intentionnel, quand on est dans la lutte sportive en automobile, bah, j'accepte ça. Mais on peut avoir une autre approche en disant c'est interdit de se toucher en sport automobile. Mais du coup, si on prend un exemple, je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent un, un Max Verstappen. Il fait bien son boulot et il est un peu agressif, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça dépend. Je ne peux pas parler de. Je suis Non, mais la je prends Formule 1. l'exemple de façon très générale. Hein. Tout est discutable et aucune situation n'est la même que la précédente. Mais cet état d'esprit où on se bat et s'il faut aller toucher, on touche, c'est pas grave. Toi, si tu es confronté à ce genre de situation et que c'est pas intentionnel, tu dis c'est le sport automobile, c'est normal qu'il y ait des contacts et que les gens se battent. Ça ne me gêne pas. Par contre, je sais très bien les endroits où il est possible d'attaquer sur un circuit et de dépasser, Ouais, et des endroits où ce n'est pas possible. ouais. C'est-à-dire que si on se lance, imaginons des pilotes qui sont en lutte depuis plusieurs tours, et qu'il y en a un des deux qui tente de dépasser dans un endroit où ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, on le sait, et qui aboutit à toucher, c'est une perte de lucidité de sa part. Ouais. Et ça, je ne sanctionne pas gravement, mais quand même, je peux considérer que c'est peut-être pas une agression, mais c'est un geste désespéré qui était par définition, dès le départ, voué à l'échec. Est-ce que tu as, Et qui peut-être a ruiné la course de l'autre. bien sûr, Là, je ne suis pas d'accord. est-ce que tu as en tête, c'est des choses que j'espère on pourra retrouver et mettre au montage, mais est-ce que tu as en tête des situations depuis que tu es président, je crois que c'est depuis 2012 hein, que tu es président des commissaires. Avant, je m'occupais de l'ELMS depuis 2006. D'accord, ok. Donc, est-ce que dans ton expérience sur disons, les 15 dernières années, est-ce que tu as souvenir d'une situation où tu as eu une décision qui était vraiment impactante et compliquée à prendre? Il y en a Alors, eu, il y en a eu plein, je pense, mais est-ce que tu peux nous donner quelques petites anecdotes ou nous faire un peu, nous mettre un peu dans l'histoire, en fait? il y a eu une décision qui a été difficile à prendre parce que les faits étaient un peu complexes à investiguer. Moi, C'était au Japon, une certaine année, il y a deux voitures LMP2 qui se suivaient au millimètre près et dans une zone de freinage après à haute vitesse quand même. Hein, ils se battaient déjà depuis quelques tours. La voiture qui était derrière a poussé la voiture qui était devant qui est partie dans les décors. Tu te souviens où c'était? À quel virage? C'était au Mans ou rien à voir? C'était au Japon, c'était à Fuji. Ah, au Fuji, d'accord, ok. Alors c'était un peu mouillé, etc. Et à la télévision, tout le monde a considéré que celui qui était derrière et qui avait poussé celui qui était devant dehors était un criminel et que c'était extrêmement dangereux. Alors c'est vrai que la scène était assez spectaculaire parce que l'autre est parti dans tous les sens, à gauche, à droite, les carrosseries à voler, tout le monde était très inquiet. Bon, heureusement, il s'en est sorti sans aucun problème, mais on a considéré que c'était une agression de la part de celui qui suivait. Ouais. Et puis, à ce moment-là, nous, dans un cas comme ça, on œuvre comme un tribunal, c'est-à-dire qu'on convoque les parties contradictoirement qui viennent s'expliquer devant nous avec leur team manager, voire leur conseil. C'est comme un tribunal. Ça arrive que les mecs arrivent carrément avec un conseil ou un avocat pour vous voir. Oui, les grands constructeurs ont leur conseil juridique qui dialogue avec le collège. Et de ce débat contradictoire est née d'un seul coup une vision de l'affaire qui était plus complexe qu'on ne le pensait.
Ouais. Et donc, il a fallu procéder à des investigations techniques, c'est-à-dire relever les datas des deux voitures qu'on nous a apportées. Mais bon, j'ai considéré qu'à partir de ce moment-là, c'était trop compliqué pour nous, les commissaires sportifs, d'entrer dans l'analyse de ces datas. On a donc nommé, si je puis dire, un expert pour le faire, qui nous a rendu un rapport et nous avons différé notre décision à la course d'après. Il est Alors apparu attends, juste pour que je comprenne bien, quand tu dis on a demandé à avoir des datas, est-ce que c'est par exemple pour comprendre, j'en sais rien, moi, qui a freiné quand, ou etc. C'est ça en fait. Exact. Et ça nous permet aussi de superposer, dans cette zone-là, de superposer les 10 freinages qui ont précédé. Et de voir s'il y a un vrai changement avec volonté de… On peut également, dans le même temps, voir qui a levé le pied, qui a décéléré de façon un peu différente d'un tour sur l'autre ou de ce tour-là par rapport aux 9 qui précédaient. On peut voir tout ça. Et donc, ok, d'accord. Ce qui veut dire il y a aussi une technicité, il y a aussi un moment où le collège peut décider de faire appel à un expert extérieur dans la mesure où il ne se considère pas suffisamment compétent. De toute façon, à chaque fois que nous avons un incident de course à juger, nous avons à notre disposition toutes les datas, tous les graphes, les courbes d'accélération, la vitesse, l'appui en virage, le régime moteur, l'angle de braquage et tout qui arrive sur nos écrans. On a un technicien avec nous qui normalement, nous, au début, on s'essaye de le faire, mais on a autre chose à faire aussi. Donc, on a un technicien qui est là, un informaticien qui nous sort toutes les courbes, tous les trucs, si on le veut. Donc là, dans cette affaire-là, vu les explications de l'un et de l'autre, on s'est dit que ça méritait quand même de regarder de plus près, parce que vraiment, ils n'avaient pas du tout, les deux pilotes et les deux team managers n'avaient absolument pas la même approche de la situation. Et en analysant les datas, on s'est aperçu que le pilote qui était devant, pour cette fois-ci, avait freiné 70 mètres plus tôt. 70 mètres plus tôt? Ouais. Ah ouais, donc donc c'est assez manifeste quand même. Donc, après, c'est donc un comportement, je dirais, anormal, pas anormal objectivement, mais relativement subjectif, parce que relativement anormal, en ce sens que le type qui suivait était surpris par l'anticipation de ce freinage, alors qu'il se bagarrait depuis déjà 5-6 tours. Cette fois-ci, celui qui était devant a freiné vraiment plus tôt. Après, la question qui se pose, est-ce que c'était un acte de mauvaise foi pour écarter le type qui suivait, ou est-ce que ça répondait à une considération acceptable de la part de pilote qui avait anticipé sa zone de freinage? Et quelle a été la décision? On a été bienveillant, c'est-à-dire qu'alors que tous les réseaux sociaux, dont je ne suis pas un adepte, puisque je ne suis ni réseau ni sociaux, donc ça, je regarde pas. Mais je sais que les gens autour de moi disaient « T'as vu les réseaux sociaux ?» Ça m'a dit faire. J'ai vécu toute mon existence sans ça et je ne trouve pas avoir nécessité à le faire aujourd'hui. Mais j'entendais dire que le type qui suivait derrière avait été jugé, comme on fait sur les réseaux sociaux, un déchaînement de haine, un assassin, etc., un criminel, etc. En réalité, ce n'est pas le cas. Bon, il a été surpris par un freinage anticipé et je crois qu'on a considéré que celui qui avait freiné par anticipation avait une raison acceptable de le faire, parce qu'il a vu que la piste avait changé d'un tour sur l'autre, était plus humide, il avait changé de trajectoire, etc. Bref, ce n'était pas de sa part un acte de mauvaise foi. Donc, on a renvoyé de mémoire les pilotes chacun de son côté. On a quand même mis un avertissement, un simple avertissement aux pilotes, curieusement, qui avaient été victimes de la situation, au motif que c'était quand même imprudent d'avoir changé sa ligne de freinage pour prendre un terrain sur lequel il était obligé d'anticiper alors qu'il a un type à 3 mm de sa boîte de vitesse. C'est sûr. Bon, d'un autre côté, il serait resté sur sa trajectoire, l'autre se serait peut-être infiltré à l'intérieur, aurait été surpris par la partie humide de la piste et pour le coup serait sorti.
Ouais. s'en serait débarrassé. Mais ça, Et dans ce genre de situation, alors bon, je pense que l'épreuve à Fuji a une ampleur et une répercussion économique et de réputation qui est quand même moindre qu'au Mans, mais en tout état de cause, dans ce genre de situation où tu as une décision compliquée à prendre parce qu'il y a quand même beaucoup de conséquences à cette décision, c'est quoi les jeux de force et de pouvoir, mis à part toi et ta conscience et les discussions que tu peux avoir avec le collège? Est-ce que, je suppose que c'est très différent maintenant de ce que ça a pu être il y a 50 ans, mais est-ce que tu vois des teams qui débarquent pour mettre la pression? Enfin, est-ce qu'il y a des dessous de table? Comment ça se passe? non. Non, des dessous de table, Malheureusement, pardon, mais pas des dessous de table. C'est pas ce que je voulais dire. Des, malheureusement, il n'y en a plus. des tentatives, ouais, heureusement, il n'y en a plus, mais des tentatives de négo. Malheureusement, il y Ah en a oui, plus. malheureusement, ouais. Donc, du coup, comment ça se passe en termes Mais bien sûr, bien sûr, il y a des pressions énormes qui s'exercent sur nous, déjà objectivement. Bon, voilà. Mais en plus, on voit bien qu'il y a une pression. On a des team managers qui viennent nous voir, frapper à notre porte, qui font pression sur nous, etc. Bon, très bien. Y compris quand c'est des grands constructeurs. Très bien. Mais pour nous, c'est indifférent. Par exemple, quand on prend une décision, on ne regarde même pas le classement. Hein. Ah ouais? Non. On juge, je dirais, par rapport à la course in abstracto, c'est-à-dire, peu importe s'il s'agit du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième au championnat, etc. C'est pas ça la question. On ne veut pas se polluer l'esprit avec ça. On juge si oui ou non il y a faute, si oui ou non il y a pénalité et laquelle. C'est une règle d'éthique Jean-François Verroux ou c'est une règle d'éthique absolue pour les gens qui Non. sont. C'est une règle d'éthique Jean-François Verroux et comme par bonheur, c'est aussi celle d'Yves Baclaine, de Michael Schwegel et de Tim Mayer qui sont avec moi. D'accord. Mais ça pourrait être tout à fait entendable que certaines personnes prennent en considération d'autres éléments. Comme tous les juges. Ouais, ouais. Il y a des avocats au pénal qui entament une campagne de presse, qui font publier des tas de choses dans la presse en faveur de leurs clients, 15 jours, par exemple, avant la date d'audience devant la cour d'assises. C'est quand même bien pour exercer une pression sur le juge. Ouais. Et c'est pareil chez nous. Mais nous, franchement, on est complètement étanche à ça. Et je dois dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de faire pression sur nous. Il peut y avoir des sponsors. Moi, je me souviens justement, dans un cas comme ça, il y a un milliardaire qui finançait une écurie qui a dit « Si mon pilote est pénalisé, je retire mes voitures du championnat. » Bon, d'accord. On lui a dit « On préfère ne pas avoir entendu ce que vous avez exprimé là, parce que ça peut être considéré comme une pression sur nous, ce qui est une infraction. Donc, cher monsieur, la porte, elle est là, s'il vous plaît. » Il faut quand même être couillu et culotté et surtout, enfin, c'est quand même un peu tendu de faire ce genre de. C'est tendu de faire ce genre de choses. Oui, voilà, parfois ça marche sur certains, hein, ils tentent le coup. Je crois que depuis 2012, j'ai dû, je ne sais pas combien, peut-être 50, 60 courses d'endurance qui durent entre 6 heures, 10 heures, 12 heures et 24 heures. Hein. Ouais. Je crois que je n'ai expulsé du bureau qu'une seule fois, un team manager. Qui vraiment, c'était pas ce gars-là en question, c'était un autre épisode. Les gens sont très excités, hein, les pilotes. Enfin, maintenant, ça se calme parce qu'ils ont pris l'habitude de vivre avec nous et nous avons quand même de bonnes relations. Mais au début, c'était, même en 2012, c'était des temps déjà historiques par rapport à aujourd'hui. Alors, raconte-moi justement, c'est une super transition que tu fais là. On va pas essayer d'échanger parce que je suis pas certain que tu aies énormément d'idées de la façon dont ça avait pu se passer dans les années 50, 60, etc. Mais sur les 15-20 dernières années, tu as quand même connu ce milieu-là.
Qu'est-ce qui a changé dans le boulot que tu fais et dans son état d'esprit? Pour moi, c'est la préoccupation sur la sécurité, encore une fois, qui est légitime et une bonne chose, mais bon, qui a pris beaucoup d'ampleur. Il faut faire attention que ça ne dénature pas le sport à risque non plus. Ensuite, Alors, il y a… c'est important, ça, on va y revenir après, mais l'aspect dangereux du sport automobile fait partie de son ADN et doit être conservé. Bah, par définition, à partir du moment où on se balade à 340 km/h et plus, parce que c'est une vitesse relativement modeste. Je rappelle que dans les années 80, sur les Porsche 962 et autres, quand il n'y avait pas encore les chicanes au Mans, Ouais. ces voitures-là prenaient la courbe des Hunaudières à 380-390 km/h. Ouais. Bon, et ça, de jour comme de nuit, je dirais pas sous la pluie aussi, mais presque. Hein. Ouais, Voilà. faut en avoir une belle pour pouvoir faire ça. Il fallait avoir une… déjà, les voitures étaient hyper performantes, sûrement pour faire ça. Il fallait surtout avoir confiance dans les voitures, que rien casse ou lâche à ce moment-là. Mais ça, que ce soit à 340 ou à 380, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Mais bon, c'était autre chose. Alors, de toute façon, c'est un sport à risque. Le cyclisme est un sport à risque. L'équitation est un sport à risque. On monte sur un vélo, on descend à 70-80 km/h d'un col, ce qui peut arriver quand même. Moi, je suis cycliste, je ne vais peut-être plus à 80, mais je vais bien à 70, sur des cadres en carbone, des trucs comme ça, avec une adhérence au sol. C'est risqué. Bon. On monte sur un cheval pour sauter des obstacles, c'est risqué. On monte sur une montagne, etc. On tombe à l'eau quand on fait une régate, c'est risqué. Quand on monte dans une voiture qui va à 340, 300 à l'heure, etc., c'est par définition risqué. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas non plus tout gommer. Et la fatigue, moi, parfois, je suis un peu gêné quand je vois qu'on limite les temps de conduite en endurance pour que les gens ne se fatiguent pas trop. Oui, mais C'est un peu antinomique. la conservation de la lucidité sur une course d'endurance, c'est essentiel. On voit très bien quand on n'est pas entraîné, là, on prend une voiture, même une voiture quand on est dans le commerce là, qui va assez vite, etc. On fait des tours de circuit. Si on n'est pas entraîné, au bout de 3/4 d'heure, on peut avoir une perte de concentration. Bon. Dans le sport automobile d'endurance, c'est des relais, on peut faire des relais de 2-3 heures à haute vitesse en situation de compétition. Et donc, la préservation de la concentration fait partie de l'effort sportif. Ouais. Si on limite en disant à partir d'un certain moment c'est trop dangereux, on touche à une des caractéristiques principales de cet effort sportif. On vient de sortir un article sur une femme incroyable qui s'appelle Mildred Bruce, qui était pilote dans les années, qui faisait partie de ces quelques rares femmes pilotes dans les années 20 et qui était notamment, qui tournait notamment sur les Bentley de mémoire et qui pour battre le record des 24 heures sur Bentley avait tourné 24 heures à Montlhéry à deux. Et son dernier relais, c'était un relais de 6h30 non-stop. Je veux dire, c'était une autre paire de manches. Hein. Oui, mais alors d'un autre côté, ok, c'est pas pour minimiser. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que se promener dans un prototype moderne à des vitesses très élevées, avec des contraintes physiques, avec les jets qui sont encaissés dans les courbes, dans les virages, sont très importants. Ça demande une préparation d'athlète de haut niveau. Ouais. Ça, bon. Et de ce point de vue-là, je comprends très bien, on ne peut pas faire ça comme ça, il faut s'entraîner, il faut avoir… Bon, etc. Mais n'empêche que l'endurance en termes de concentration dans des courses longues comme nous fait partie de l'effort sportif. Le limiter en prenant en compte des vecteurs de sécurité comme ça aussi bref, parfois c'est assez contestable pour moi. De la même façon que
on est arrivé maintenant à arrêter les voitures lorsque la température à l'intérieur du cockpit excède 32 degrés. Bon. Évidemment, moi je parle comme un vieux dinosaure, mais quand je pilotais des groupes C, il y avait des boîtes de vitesse, des embrayages, ça faisait 500 chevaux, ça allait aussi à 330 km/h. Et il faisait chaud là-dedans. Il n'y avait qu'à voir. C'est sûr que les pilotes de l'époque n'avaient peut-être pas la même préparation physique, mais quand on voit Bob Volek qui descend des 24 heures du Mans ou 24 heures du Mans d'une Porsche 962, il a une drôle de tête. Quand on voit Didier Pironi qui tourne de l'œil à l'arrivée des 24 heures du Mans, et c'était quand même un grand pilote, etc., c'est autre chose. Bon, on sent bien que les gars allaient aux limites physiques, non seulement mentales, mais physiques. Et ça fait partie de l'essence de ce sport-là aussi. C'est quoi le plus gros est-ce que c'est pour toi le plus gros risque à terme de l'évolution de la course endurance? Oui. De la société contemporaine d'une façon générale et des activités sportives à risque qui en sont le reflet. Certainement. Il y a cette magie de ces sports à risque où on voit que le sportif côtoie toujours un risque que lui seul est capable d'affronter, et c'est ce qui fait qu'il transforme quelque part en héros sportif et qui fait tout l'attrait, qui mobilise les gens là-dessus, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs moi ce qui m'avait intéressé quand j'étais gamin, hein. Je faire quelque chose d'absolument incroyable, de faire ça, de rouler comme ça, à ces vitesses-là, aussi longtemps, c'est un challenge. Moi quand je vois aujourd'hui, c'est pas pour les décrier, parce que de toute façon, ça reste des pilotes et les meilleurs sont toujours des grands pilotes, hein, même dans la configuration actuelle. Mais quand je vois des pilotes de Formule 1 qui sortent d'une course comme s'ils sortaient de leur lit, ça m'étonne, toujours. Alors c'est vrai qu'avec les radios, les trucs, les machins, les palettes au volant, le track control aussi sur la puissance, le freinage assisté, tout ce qu'on veut, bon, pour autant, ça reste quand même des types extraordinaires. C'est-à-dire que ceux-là, on les mettrait dans la voiture de Fangio, ça serait des héros, encore une fois. Mais enfin, c'est pas pareil. Hein. Je veux dire que, regardons par exemple mon ami Yannick Dalmas, là, qui est avec moi en tant que conseiller. Il se trouve qu'on ne se connaissait pas, mais en 95, on a fait les 24 heures du Mans ensemble. Ouais. Chacun a sa place, hein. Attention. Hein. Bon. Il a dû me doubler un certain nombre de fois. C'était sur GT2, non, à l'époque, c'est ça? Il était sur McLaren. On regardait une vidéo qui avait été prise à l'occasion d'un de ses relais sur la McLaren qui a gagné. Bon. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il est en correction avec le volant permanente. Il est là, mais partout, mais tout le temps, au freinage et tout, dans les courbes. Et là-dessus, donc il y a des relais, je ne sais combien, il sortait, là, bon, et toujours avec cette lucidité qui en plus devait rester intacte, parce que quand il freinait, il n'y avait pas d'ABS, il ne fallait pas bloquer, et quand il rentrait une vitesse en double débrayant, il fallait déjà bien la rentrer pour ne pas abîmer la boîte, et en plus, pas faire de sur-régime au freinage. Bon, on a beau dire, c'est quand même un sacré exercice, ça. C'est sûr. Aujourd'hui, dans une voiture de course moderne, on voit les pilotes, encore une fois, ce n'est pas de leur faute, mais ils sont là, le volant ne bouge pas, et ils changent les vitesses avec des palettes. OK, ce n'est pas le même exercice. Ce n'est pas le même exercice. Et non. Or ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est un langage de vieux que je tiens. C'est-à-dire que dans la société, on réduit, on a cette pression sécuritaire. On met quand même un gilet jaune quand on s'arrête en panne sur une autoroute. Mais pourquoi? Alors les gens ont un gilet jaune, ils se mettent devant leur voiture. C'est encore pire que tout. Mais ça n'a pas besoin. On s'arrête en panne sur l'autoroute, on monte sur un talus, très loin de tout ça, puis on attend que ça se passe. Non, il faut… C'est insensé, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est en tout cas là où je pense que tu as raison, c'est qu'il y a un extrême inverse qui sont les catastrophes qu'on a pu voir et qu'on peut voir même encore
qu'on peut voir encore aujourd'hui qui sont terribles, mais c'est évident que une des raisons pour laquelle ce sport fédère et fait rêver autant de gens, c'est parce que il y a quand même des gars qui mettent à risque ou en péril leur vie pour de la vitesse, de la compète, etc. Et ça, c'est sûr que c'est un générateur d'adrénaline pour tout le public qui est incroyable. Si le risque zéro est atteint, il est évident, ça, je suis d'accord avec toi, que ça perd très largement de son intérêt. Ça peut s'aseptiser. Alors, parfois, je me demande si les générations plus jeunes qui vivent dans une société qui est beaucoup plus sécuritaire que celle que nous avons connue, nous, au même âge, finalement, ne se passionnent pas pour le e-sport, qui va leur procurer des émotions fortes sans risque. Oui, c'est une discussion qui est compliquée et très longue à avoir. C'est évident que le e-sport fonctionne bien et on peut le voir, on le sait dans certains groupes de copains, des gens qui y jouent de façon assez assidue en confinement. Mais je trouve aussi qu'il y a un engouement réel des jeunes, des gens de mon âge ou même plus jeunes encore, pour les anciennes au sens large du terme, mais aussi parce que voilà, tu sens la voiture et que quand tu conduis, bah, c'est physique et tu as un vrai enjeu et tu sais que bah, si ça part, quoi. Mais ça, oui. ça crée un sentiment de conduite et une adrénaline un petit peu permanente, une excitation, un petit stress intellectuel que tu as tout le temps qui fait que c'est ça qui crée du plaisir aussi dans ce que tu fais. Donc, oui, on peut dire plein de choses et comparer les générations autant qu'on voudra. Il y a des dérives dans chacune d'entre elles. Mais voilà, moi, je pense que cette envie de se mettre à risque n'est pas morte non plus, quand bien même on essaye de nous aseptiser, ça c'est sûr. Elle n'est pas morte, mais elle est quand même assez mal vue. Donc, Elle est quand même assez mal vue. Est-ce que c'est vous qui pilotez ou est-ce que vous collaborez sur l'élaboration des réglementations techniques des voitures? En technique, non. Nous avons deux catégories. J'en sais rien. Pardon? C'est une question de néophyte, mais est-ce que c'est la FIA qui édicte ces réglementations techniques? Alors, oui, sur les championnats du monde, c'est la FIA, mais à travers un process qui est propre à la FIA, ça procède par commission. Alors, il y a une commission par discipline, commission endurance, commission rallye, commission Formule 1, etc. Et sous ces commissions, il y a des groupes de travail sportifs et des groupes de travail techniques. Le groupe de travail sportif réglemente et fait des propositions pour le règlement sportif qui est la loi que nous appliquons. Et le groupe de travail technique, c'est les ingénieurs qui vont travailler sur les données techniques de la voiture. Voilà. Moi, évidemment, alors la technique, je suis obligé de l'affronter parce que à la fin des courses, il y a des contrôles techniques et ce sont mes amis ingénieurs techniques, délégués de la FIA et de l'Automobile Club de l'Ouest, qui vérifient la conformité des voitures après la course au règlement technique. Okay. Et ça prend beaucoup de temps et nous, on attend. Et quand c'est fini, ils viennent avec des rapports et parfois, je vais dire assez souvent, il y a des non-conformités techniques qu'ils nous demandent de sanctionner, puisque nous sommes les seuls à pouvoir pénaliser. De la même façon que le directeur de course, quand la course est là, nous envoie les infractions, de la même façon, les délégués techniques, après la course, nous envoient les infractions techniques. D'accord, ok. Donc, on est obligé à ce moment-là de se pencher, heureusement avec leur éclairage, sur la réglementation technique, qui est vraiment un travail d'ingénieur. Ok.
J'ai une question pratico-pratique et après je vais te laisser parce que je crois que le temps défile pour toi. En ce Mais moment, c'est pas. comment? Oui, oui, en ce moment, oui. Question très bête, mais tu as un accident, il faut arrêter la course. Qui prend la décision? Alors, ça, sur On va une chose, finir, hein, d'ailleurs. ça, sur l'arrêt de course, ça concerne la police de la route, si je puis dire, Donc c'est de le la directeur de course, course. c'est le directeur de course. Ok. C'est le directeur de course qui, alors, il arrête en nous demandant, hein, en nous consultant, mais c'est lui, il ne faut pas empiéter. Si vous voulez, de la même façon, si tu veux que, de la même façon, je trouve que le directeur de course n'a pas empiété sur l'appréciation, sur l'indépendance de jugement. Il peut éclairer le jugement des commissaires sportifs. De la même façon, c'est pas au commissaire sportif de dire au directeur de course, il faut arrêter la course, etc. Voilà. Par contre, il y a le drapeau noir, c'était le drapeau noir, on arrête une voiture au drapeau noir, est obligé de s'arrêter. La course est finie pour lui, en principe. Ouais. Ça, cette décision-là, c'est le directeur de course qui, avant de la prendre, nous demande l'autorisation de le faire. Parce que, quelque part, ça correspond à une exclusion. Ouais, complètement, ouais. Et donc, comme c'est dans la hiérarchie des pénalités ce qu'il y a de plus élevé, Ouais. enfin la disqualification, on appelle ça aujourd'hui la disqualification, donc il nous demande d'arrêter la voiture à drapeau noir. Bon, on en discute, en général on suit ses avis, c'est parce que quand même c'est un grand professionnel, il sait ce qu'il fait et on est d'accord avec lui sur l'appréciation des faits en général. Ok. Dernière petite question pour finir. Grand passionné de bagnole, ça vient d'où? Le premier souvenir, c'est quoi? Ah oui. Ben, mon premier souvenir, c'est lorsque j'étais gamin. Quel âge avais-je? J'en sais rien. Mais c'est dans la voie des stands des 24 heures du Mans. 7 ans peut-être? 8 ans, je ne sais pas, chose comme ça. Ouais. Lorsque mes parents qui avaient accès à cette ligne des stands, qui à l'époque n'était pas séparée de la piste, hein, Ouais. d'accord. Et il y avait une Corvette qui était là et son pilote était arrivé, il est passé devant moi, il a démarré. Et là, il s'est passé quelque chose, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le pilote, la voiture, le fait que le vrombissement de la voiture est entré dans toutes mes entrailles pour atteindre définitivement mon cerveau, ça a été quelque chose de très fort. Et à partir de là, je pense que ça ne m'a pas lâché. Et pire encore, ça s'est amplifié. Bon, c'est une bonne maladie. C'est une bonne maladie. Voilà, j'espère, oui. Ok, bah, merci à toi. J'espère qu'on aura la chance de te voir dans le vif du sujet du coup en 2021, à mon avis, Oui. puisque les choses Voilà. risquent d'être compromises d'ici là. Merci pour ton temps, merci pour la passion, merci pour les explications et bonne fin de confinement et je t'embrasse très fort. Merci, moi aussi. Ciao, Salut, Quentin. ciao.